Le vent du Guadalquivir fouettait les voiles des nonnes comme une lame invisible, quand soudain, le cri déchira l'air. « Mère! Vous mentez !» Clémence, les poings serrés, fixait Amandine au milieu de la cour du couvent de Santa Clara, à Séville, où les orangers exhalaient leur parfum âcre de secrets enfouis. 13 ans plus tard, ce hurlement résonnait encore dans sa chair, comme une plaie qui refuse de cicatriser, et ce soir-là, sous les étoiles indifférentes de l'Andalousie, elle savait que la vérité allait enfin éclater, emportant avec elle les façades sacrées que l'Église avait si pieusement érigées. Amandine recula d'un pas, son visage pâle comme la chaux des murs sévillans, ses yeux bruns, ses yeux qui avaient autrefois dansé dans les alcôves sombres de Grenade, se voilant d'une ombre de panique. « Clémence, ma fille. Non, pas ici. Pas maintenant. » Mais Clémence, du haut de ses 29 ans, n'était plus l'enfant adopté qu'elle avait recueilli à l'âge de 16 ans, orpheline d'une mère disparue dans les brumes de la Costa Brava. Elle était une femme forgée par le feu d'un amour interdit, un amour qui l'avait menée des ruelles labyrinthiques de l'Alhambra au confessionnau muet de Tolède. Et ce soir, alors que les cloches de la cathédrale de Séville sonnaient l'Angélus, elle tenait entre ses doigts tremblants une lettre jaunie, pliée comme un parchemin maudit, la preuve irréfutable que sa mère adoptive, cette sainte Amandine que l'Église couronnait de roses mystiques, avait aimé une femme avec une passion qui défiait les cieux. Tout avait commencé 13 ans plus tôt, en 2012, sous un ciel de plomb qui pesait sur les collines de l'Aragon. Clémence, alors une adolescente aux courbes naissantes et au regard fuyant, avait été confiée à Amandine par une œuvre caritative catholique, après la mort tragique de sa mère biologique dans un accident de voiture sur les routes sinueuses de la Sierra Nevada. Amandine, sœur supérieure du couvent de Santa Clara, était une figure presque légendaire. Arrivée d'un petit village pyrénéen à l'âge de 20 ans pour fuir un mariage arrangé, elle avait consacré sa vie à la prière et à l'accueil des âmes perdues. À 45 ans, avec ses cheveux noirs coupés courts sous son voile et son sourire qui illuminait les chapelles les plus sombres, elle incarnait la sainteté vivante. L'Église murmurait déjà son nom dans les sermons, Sœur Amandine, la rose de Séville, celle qui guérit les cœurs brisés par la grâce divine. Mais Clémence, dès le premier regard, avait perçu la faille, une tristesse voilée dans ses yeux, comme un fleuve souterrain sous la terre aride. Les premiers mois au couvent furent un tourbillon de rites et de silence. Clémence, rebelle dans son uniforme d'école catholique, passait ses après-midi à errer dans les jardins cloîtrés, cueillant des grenades mûres qui tachaient ses doigts de jus rouge comme du sang. Amandine la guidait avec une tendresse maternelle, lui lisant des passages des évangiles sous les arches mauresques, lui apprenant à broder des chasubles ornés de lys. « Dieu est amour, Clémence, un amour qui transcende tout », disait-elle d'une voix douce, presque chantante, avec cet accent du sud-ouest qui roulait les airs comme des vagues atlantiques. Mais la nuit, Clémence entendait les sanglots étouffés venant de la cellule d'Amandine, des murmures inintelligibles qui laissaient présager des fantômes. C'est lors d'une retraite à Grenade, en pleine Semaine Sainte, que la première fissure apparut. Les processions des Pazos, ces statues géantes de la Vierge en pleurs portées par des pénitents encapuchonnés, emplissaient les rues étroites de ferveur extatique. Clémence, fascinée par le mélange de douleur et d'extase, s'était égarée dans l'Alhambra au crépuscule, ses murs rouges baignés d'une lumière orangée comme un feu mourant. Là, cachée derrière un patio ombragé, elle avait surpris Amandine en prière non pas seule, mais agenouillée devant une petite icône de Sainte Thérèse d'Avila, les mains pressées contre son cœur comme pour en extraire un poison. Des larmes coulaient sur ses joues, et entre ses doigts, un médaillon ancien, une miniature d'une femme aux traits fins, aux cheveux auburn cascadant comme une fontaine de feu. « Maman », avait murmuré Clémence, le cœur battant. Amandine s'était redressée d'un bond, le voile de travers, et avait rangé le médaillon dans sa poche avec une hâte coupable. « Ce n'est rien, ma chérie. Juste un souvenir d'une sœur partie trop tôt. » Mais Clémence n'était pas dupe. Cette nuit-là, dans le dortoir des novices où les lits grinçaient comme des confessionnaux, elle avait fouillé la malle d'Amandine pendant que celle-ci veillait à la chapelle. Et là, au fond, enveloppée dans un châle de laine basque, une liasse de lettres liées par un ruban fané. Les mots, écrits d'une encre délavée, dansaient sous la lueur de la lune. « Ma bien-aimée Élise, ton absence est un martyre plus cruel que les épines du Christ. Souviens-toi de nos nuits à Biarritz, où la mer nous berçait comme une amante jalouse. Je t'aime au-delà des voiles, au-delà des serments. Ton A. Élise. » Ce nom résonna dans l'esprit de Clémence comme un glas. Élise, l'amante secrète d'Amandine,
une artiste peintre qui avait fui la France pour l'Espagne dans les années 90, peignant des nus sensuels inspirés des maîtres flamands. Élise, dont l'étoile ornait encore les galeries de Malaga, mais dont la vie s'était éteinte en 2005, emportée par une maladie fulgurante. 13 ans. Clémence avait 16 ans ce soir-là, et la révélation l'avait frappée comme un éclair. Sa mère adoptive, cette icône de pureté, avait aimé une femme avec une ferveur qui rivalisait avec les passions de Racine. Pire, Amandine avait renoncé à cet amour pour l'Église, enterrant Élise dans un tombeau de silence, se forgeant une sainteté sur les ruines d'un cœur brisé. Les années suivantes furent un empoison. Clémence grandit dans l'ombre du couvent, ses propres désirs éveillés par ce secret. À 18 ans, elle rencontra Sofia, une danseuse de flamenco aux hanches ondulantes et aux yeux noirs comme l'obsidienne, lors d'une fête dans les caves de Jerez. Leur premier baiser, sous les guirlandes de lampions, fut un feu qui consuma les doutes de Clémence. « Tu es à moi, comme la lune est à la nuit », murmura Sofia, ses lèvres goûtant au chéri et à la mandarine. Mais Clémence, hantée par le fantôme d'Élise, se retira, terrifiée par l'idée de reproduire le sacrifice d'Amandine. « L'amour est un piège, Sofia. Il te vole ton âme et te laisse nue devant Dieu. » Amandine, sentant le tourment de sa fille, redoubla de tendresse. Elles marchaient ensemble le long du fleuve, sous les palmiers qui ployaient comme des repentirs, parlant de tout sauf de l'interdit. « Tu es ma lumière, Clémence. Sans toi, je ne serais qu'une ombre dans ces murs. » Mais Clémence bouillonnait. Pourquoi Amandine avait-elle choisi les voiles blancs au lieu des draps froissés d'Élise? Pourquoi cette trahison envers soi-même, envers l'amour vrai? Le couvent, avec ses prières monotones et ses jeûnes qui affaiblissaient le corps, devint une prison dorée. Clémence étudia l'art à l'université de Séville, se perdant dans les toiles de Goya et les vers de Lorca, cherchant dans l'esthétique ce que la foi lui refusait, une célébration de la chair et de l'âme entrelacées. À 25 ans, la sainteté d'Amandine culmina. Lors du jubilé de 2017, le cardinal de Madrid la nomma « servante de Dieu », premier pas vers la béatification. Les pèlerins affluaient au couvent, déposant des fleurs et des ex-voto aux pieds de celle qu'on appelait déjà la sainte de l'Andalousie. Amandine, humble dans sa robe grise, guérissait les malades par sa simple présence, ses mains posées sur les fronts fiévreux comme des reliques. Clémence, revenue pour l'occasion, observait depuis l'ombre d'un pilier, le cœur serré. « Elle est un mensonge ambulant », confia-t-elle à son journal, les pages noircies d'encre et de larmes. Ce soir-là, lors d'un banquet en l'honneur d'Amandine, elle but trop de manzanilla, ce vin pâle qui embrouille l'esprit, et confronta sa mère dans les jardins. « Dites-moi la vérité, mère. » Élise. Était-ce réel? Amandine blêmit, ses lèvres tremblant comme les feuilles d'un olivier sous la tramontane. Clémence, ce nom est mort. Laisse-le reposer. Mais Clémence, ivre de rage et de vin, sortit les lettres, les agitant comme un étendard de révolte. Mort? Il vit en vous. Chaque sourire forcé, chaque prière qui sonne faux. Vous avez trahi l'amour pour ces murs froids. Les nonnes, alertées par les voix, surgirent des arcades, mais Amandine leva la main, son autorité intacte. Retournez prier, mes sœurs. C'est une épreuve divine. Puis, à Clémence, dans un murmure brisé, oui, je l'ai aimé. Et je l'aime encore. Mais l'Église est ma vocation, ma rédemption. Pars, ma fille. Sauve-toi de mes péchés. Clémence partit pour Madrid, emportant les lettres comme un talisman maudit. Là, elle rencontra Amandine non, pas sa mère, mais une autre Amandine, homonyme du destin, une libraire aux cheveux châtain mi-longs et aux yeux verts perçants, qui vendait des éditions rares de Proust et de Colette dans une ruelle du quartier des Lettres. Cette Amandine-là, trentenaire vive et libre, avec un rire qui cascadait comme une fontaine de la Plaza Mayor, devint son ancre. Elles se promenèrent le long du Manzanar, partageant des cigarettes et des confidences sous les ponts illuminés. L'amour n'est pas un sacrilège, Clémence. C'est la seule sainteté qui compte, disait-elle, ses doigts effleurant ceux de Clémence avec une douceur qui faisait fondre les glaces du doute. Pourtant, le fantôme d'Élise planait. Clémence, obsédée, entreprit des recherches, elle fouilla les archives de Biarritz, contacta des galeristes à Malaga, reconstruisit la vie d'Élise comme un puzzle brisé. Élise avait été une peintre talentueuse, disciple de Frida Kahlo dans l'esprit,
capturant la féminité dans des toiles vibrantes de rouge et d'or. Son amour pour Amandine, né lors d'un atelier à Saint-Sébastien en 1992, avait été un tourbillon, escapade en train vers Paris, nuit dans des hôtels discrets où les draps sentaient la lavande et le sel marin. Mais en 1998, Amandine, rongée par la culpabilité, avait rompu, entrant au noviciat de Pau avant de traverser les Pyrénées pour Séville. Élise, brisée, avait sombré dans l'alcool, peignant jusqu'à sa mort des autoportraits où son visage se fondait dans celui d'Amandine, comme deux âmes siamois. Ces découvertes alimentèrent la fureur de Clémence. 13 ans de silence, 13 ans de mensonges. En 2025, alors que le Vatican envisageait la canonisation d'Amandine Miracles attestés, vie sauvée par sa prière, Clémence décida de frapper. Elle contacta un journaliste de Elle Paix, anonyme au début, lui livrant des extraits des lettres. La sainte a un passé. Un amour qui défie les dogmes. Le scandale couva, comme un orage sur la Sierra Morena. Amandine, alertée par une nonne fidèle, envoya une lettre à Clémence. « Ma fille, ta trahison me tue plus sûrement que n'importe quel poison. Mais je te pardonne, car l'amour, même vengeur, est divin. Reviens. » Clémence relut la lettre d'Amandine sous la pluie madrilène, les gouttes perlant sur le papier comme des larmes repenties. « Reviens », implorait-elle, mais ce mot sonnait comme un piège, un appel du vide. Pourtant, au fond d'elle, un fil ténu l'attirait vers le sud, non pas la culpabilité, mais une soif de confrontation, de vérité nue comme une Vénus de Velázquez. Elle rangea la lettre dans son sac, embrassa Amandine la libraire sur le seuil de la boutique, leurs lèvres s'attardant un instant de trop. « Sois prudente, mon amour. » Les fantômes espagnols mordent fort, murmura la seconde Amandine, ses yeux verts miroitant d'inquiétude. Le train pour Séville filait à travers les oliveraies infinies, paysages de grisaille et de verre argenté qui reflétaient l'âme tourmentée de Clémence. Elle repensait à Sofia, cette flamme de jeunesse éteinte par la peur. Sofia avait émigré à Barcelone, devenue professeure de danse, mariée à un homme tolérant mais fade. « Tu m'as quittée pour un spectre, Clémence. Mais je te souhaite la paix », lui avait-elle écrit un jour, sans amertume. Et maintenant, cette nouvelle Amandine, si vivante, si française dans son exil ibérique née à Toulouse, elle avait fui un coming-out familial explosif pour ouvrir sa librairie, un havre de pages jaunies où les héroïnes de Yourcenar et de Beauvoir se côtoyaient. Leur amour était né d'une citation partagée, « L'amour est une rébellion », de Camus, gravée sur une étagère. Mais pouvait-il survivre à l'ombre de la sainte ? À Séville, l'été 2025 étouffait la ville dans une moiteur biblique. Clémence descendit à la gare de Santa Justa, l'air chargé d'effluves de jasmin et de fritures d'empanada. Le couvent de Santa Clara l'accueillit comme un amant jaloux, les portes massives s'ouvrirent en grinçant, et une novice timide, aux yeux de biche, la guida vers la cellule d'Amandine. La supérieure, vieillie de 13 ans de fardeau, était assise à son bureau de bois de noyer, entourée de manuscrits enluminés. Ses cheveux grisonnaient sous le voile, mais ses yeux bruns conservaient cette profondeur océanique qui avait ensorcelé Élise. « Tu es revenue », dit-elle simplement, sans reproche, tendant une main pâle. Clémence s'assit, le cœur cognant comme un tambour de Semana Santa. « Pas pour vous absoudre, mère. Pour comprendre. Pourquoi avez-vous laissé Élise mourir seule ? Pourquoi ce sacrifice ? » Amandine soupira, un son comme le vent dans les voiles d'un bateau pyrénéen. « Parce que l'amour que j'ai connu était un feu païen, Clémence. Élise me consumait, elle peignait mon corps comme une cathédrale profane, ses pinceaux traçant des lignes de désir sur ma peau. Nous nous aimions à Biarritz, dans les dunes où la mer efface les traces, mais l'église m'appelait. J'ai cru que renoncer était sainteté. » Elle sortit le médaillon, le posa sur la table. Élise, figée dans l'or, souriait d'un air espiègle. Pour la première fois, Clémence vit sa mère non comme une icône, mais comme une femme, vulnérable, chair et os sous la bure. « Et moi ? Ai-je été votre pénitence ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Amandine secoua la tête. « Non, ma fille. Tu as été ma rédemption. En t'adoptant, j'ai sauvé une partie d'Élise en moi. Ton feu, ton questionnement. C'est elle qui revit en toi. » Elles pleurèrent ensemble, un torrent qui lava 13 ans de silence. Mais dehors, le scandale grondait,
le journaliste Delpech avait publié un article voilé, La rose de Séville a-t-elle des épines, insinuant un passé trouble sans nommer Élise. Les pèlerins se divisaient, certains criaient au blasphème, d'autres à la libération. C'est alors qu'entra Isabelle, une jeune nonne de 28 ans, aux cheveux roux coupés courts et aux taches de rousseur comme des constellations sur son nez. Fille d'un vigneron de Ronda, elle avait rejoint le couvent 2 ans plus tôt, fuyant un amour adolescent pour une cousine. Ses yeux bleus, vifs comme l'azur andalou, se posèrent sur Clémence avec une curiosité interdite. « Sœur Amandine, les sœurs demandent audience. Le cardinal arrive demain. » Sa voix tremblait, mais son regard s'attarda sur Clémence, une étincelle fugitive. Clémence, sentant le trouble, se leva abruptement. « Je reste jusqu'à la tempête. » Les jours suivants furent un kaléidoscope de tensions. Le cardinal, un homme au visage taillé comme un retable baroque, interrogea Amandine dans la salle capitulaire, entourée de portraits de saintes martyrs. « Mère, ces rumeurs. Sont-elles fondées ?» Amandine, droite comme un cyprès, répondit, « Mon passé est entre Dieu et moi. Ma sainteté naît de mes faiblesses vaincues. » Le cardinal hocha la tête, impressionné, mais ordonna une enquête discrète. Clémence, confinée dans une cellule adjacente, surprit des murmures, les nonnes divisées en factions, certaines loyales à Amandine, d'autres murmurant de trahison. Isabelle devint l'inattendue confidente. Lors d'une promenade vespérale dans le cloître, sous les arches où les lézards filaient comme des secrets, elle glissa à Clémence, « Je sais ce que c'est, d'aimer dans l'ombre. Ma cousine. Nous dansions la sardane sous les étoiles catalanes, mais la famille a tout brisé. » Clémence, touchée par cette vulnérabilité, posa une main sur son bras. « L'ombre est un mensonge, Isabelle. L'amour est lumière, même si elle brûle. » Leur proximité grandit, un effleurement de doigts lors d'une prière commune, un regard prolongé pendant la messe. Isabelle, avec sa peau laiteuse et ses lèvres pleines, évoquait à Clémence les héroïnes de Zola, passionnées et tragiques. Mais la trahison frappa comme un coup de Mistral. Une nuit, Clémence surprit une nonne aînée, sœur Maria, fouillant sa cellule, cherchant les lettres d'Élise. Pour protéger la mère, siffla-t-elle, mais Clémence la repoussa, furieuse. Le lendemain, les lettres disparurent, volées pour être brûlées dans l'âtre de la cuisine conventuelle. Pire, un faux témoignage circula, accusant Clémence d'avoir fabriqué le scandale par jalousie. Amandine, confrontée, pleura, « Ma fille, as-tu » Clémence, blessée au vif, hurla, « C'est vous qui trahissez. Vous laissez l'Église vous momifier vivante. » Elle s'enfuit dans la nuit sévillane, courant vers El Alcázar, ses larmes se mêlant à la pluie d'eau. Isabelle la suivit, essoufflée, son habit trempé collant à son corps comme une seconde peau. « Attends. Je crois en toi. En nous. » Sous un patio mauresque, illuminé par des lanternes de lune, elles s'embrassèrent pour la première fois, un baiser salé de pluie et de désespoir, lèvres contre lèvres, âme contre âme. « Isabelle, c'est dangereux, » murmura Clémence, mais l'autre répondit, « Le danger est de ne pas vivre. » Leur amour naquit là, furtif et fiévreux, dans les recoins du palais où les sultanes d'antan avaient aimé en secret. Pourtant, le cardinal, informé du vol, accusa Clémence publiquement lors d'une homélie retransmise, une vipère dans le jardin sacré. Le scandale explosa, les journaux titraient « La fille rebelle contre la sainte ». Amandine, pour protéger le couvent, excommunia symboliquement Clémence, un geste qui brisa les 2 cœurs. « Pars, ma fille. Sauve ton amour, comme je n'ai pas su sauver le mien. » Clémence, dévastée, embarqua pour Biarritz avec Isabelle, emportant un fragment du médaillon d'Élise comme un serment. Le train pour Biarritz cahotait sur les rails comme un cœur affolé, emportant Clémence et Isabelle vers les vagues atlantiques qui avaient jadis caressé les amours d'Amandine et Élise. Isabelle, libérée de son habit dans une robe d'été légère, au motif de coquelicot basque, serrait la main de Clémence. « Et maintenant » demanda-t-elle, ses yeux bleus reflétant la mer invisible. Clémence, les traits tirés par l'épuisement, répondit, « Nous reconstruisons. Sans voile, sans mensonge. » Mais au fond d'elle, la trahison d'Amandine, cette excommunication feinte pour apaiser le cardinal rongeait comme un acide. 13 ans de vérité tue, et maintenant, ce reniement public pour sauver une sainteté factice.
Biarritz les accueillit avec son élégance surannée, vit la belle époque au volet bleu, surfeurs sculpturaux sur les vagues d'Anglais, et l'odeur saline mêlée à celle des châtaignes grillées. Elles s'installèrent dans une pension modeste près de la grande plage, une chambre mansardée où le vent marin infiltrait les rideaux de dentelle. Leur amour s'épanouit là, timide d'abord, puis vorace, nuit où les corps s'entremêlaient comme des vagues, murmure en français teinté d'espagnol, je t'aime, devenant, te quiero, dans l'extase. Isabelle, avec sa fougue andalouse, dansait nue dans la chambre au son d'un vieux gramophone jouant du Piazzolla, ses courbes roues dorées illuminées par une lampe à huile. Clémence, pour la première fois, se sentait entière, non plus fille de secret, mais amante accomplie. Pourtant, le passé les rattrapa comme une marée montante. Clémence, guidée par les lettres d'Élise, visita l'atelier abandonné de la peintre sur la côte basque, un grenier poussiéreux rempli de toiles inachevées. Là, elle trouva un portrait, Amandine jeune, nue contre un fond de dune, le regard fiévreux, les seins offerts comme une offrande païenne. C'est elle, souffla Isabelle, touchant la toile du bout des doigts. Une déesse, pas une sainte. Cette découverte raviva la colère de Clémence. Elle contacta le journaliste d'El País, cette fois sans filtre, publier tout. Les lettres, le portrait. Laissez la vérité respirer. L'article parut une semaine plus tard, titré « Le péché d'amour de la rose de Séville ». Photo floue du portrait, extrait des lettres, témoignages anonymes de nonnes. Séville s'embrasa, manifestation devant le couvent, pétition pour la canonisation ou sa révocation. Le Vatican suspendit le processus de béatification, envoyant un émissaire pour interroger Amandine. Clémence, suivant les nouvelles depuis Biarritz, sentit un triomphe amer. « J'ai libéré mère, dit-elle à Isabelle, mais celle-ci, inquiète, caressa son visage. « À quel prix ? Tu as brisé son monde. » Le climax survint par un appel nocturne. La voix d'Amandine, rauque de larmes, « Clémence. Reviens. Je vais mourir. Le cœur. Il ne supporte plus. » Isabelle, sentant le destin, insista, « Allons-y. » Pour clore le cercle. Elles reprirent le train, direction Séville, où l'automne andalou peignait les feuilles d'or et de pourpre. À leur arrivée, le couvent était assiégé, journalistes, fidèles en colère, curieux attirés par le drame comme des papillons par la flamme. Clémence et Isabelle se faufilèrent par une porte dérobée, guidée par sœur Maria repentie, elle avait volé les lettres par peur, mais maintenant, elle aidait. Amandine gisait dans son lit, pâle comme un linceul, entourée de bougies et de roses fanées. « Ma fille », murmura-t-elle en voyant Clémence. Isabelle, respectueuse, se tint en retrait, mais Amandine l'aperçut, un sourire faible aux lèvres. « Elle est belle. Comme Élise. » Clémence s'agenouilla, prenant la main froide. « Pourquoi m'avez-vous renié ?» Amandine toussa, un râle comme le vent des Pyrénées. « Pour te protéger. Le cardinal menaçait de te dénoncer comme perverse. J'ai menti pour te sauver. » La révélation frappa Clémence, non une trahison, mais un sacrifice d'amour maternel, voilé par la honte. Mais le conflit culmina quand l'émissaire vaticanique entra, un prêtre austère aux lunettes cerclées d'or. « Sœur Amandine, confirmez-vous ces allégations ?» Amandine, rassemblant ses forces, se redressa. « Oui. J'ai aimé Élise d'un amour charnel et spirituel. C'était mon plus grand péché. Et ma plus grande grâce. L'Église m'a faite sainte, mais l'amour m'a faite vivante. » Le prêtre blêmit, Clémence, en larmes, serra la main d'Isabelle. Dehors, la foule hurlait, mais à l'intérieur, un silence sacré s'installa. Amandine, épuisée, murmura, « Clémence, pardonne-moi. Aime pour deux. » Et dit à l'Église que la sainteté n'est pas dans le renoncement, mais dans la vérité. Cette nuit-là, Amandine s'éteignit doucement, comme une bougie consumée, entourée de Clémence et Isabelle. Le Vatican, choqué, retira le titre de « servante de Dieu », mais une vague de soutien surgit, théologiens progressistes saluèrent son courage, associations LGBT+ en firent une icône. Clémence organisa des funérailles laïques dans l'Alhambra, où les toiles d'Élise furent exposées, reliant passé et présent. Isabelle, à ses côtés, murmura « Nous sommes libres. » Pourtant,
la douleur persistait, un deuil entrelacé d'amour. Clémence rentra à Biarritz avec Isabelle, mais le fantôme d'Amandine les suivait. Dans les dunes, elle imaginait sa mère marchant main dans la main avec Élise, enfin unie. Leur propre amour s'approfondit, marqué par cette humanité fragile, promenade sur la plage où elle ramassait des coquillages comme des reliques, nuit où Isabelle lisait des poèmes de Verlaine, les amants de la nuit sont des saints profanes. 8 mois après la mort d'Amandine, en juillet 2026, Clémence et Isabelle revinrent en Espagne pour une exposition posthume, Les ombres de la rose, mêlant les toiles d'Élise et des écrits inédits d'Amandine, découverts dans une malle secrète du couvent. La galerie de Malaga, perchée sur les falaises de la Costa del Sol, bruissait d'un public éclectique, artistes, fidèles repentis, militantes queer au badge arc-en-ciel. Clémence, en tailleur pantalon noir élégant, ses cheveux châtains relevés en chignon souple, prononça l'allocution d'ouverture. Ma mère n'était pas une sainte de marbre, mais une femme de chair, d'amour et de contradiction. 13 ans, j'ai porté son secret comme une croix, aujourd'hui, je le rends à la lumière. Pour Élise, pour Amandine, pour toutes celles qui aiment dans l'ombre. Isabelle, à ses côtés en robe fluide verte olive, lui serra la main discrètement, un geste qui valait tous les serments. Leur amour, testé par le deuil, s'était mué en quelque chose de plus profond, une complicité tissée de rires basques et de danses flamenca improvisées dans leur appartement de Biarritz, où les fenêtres donnaient sur l'océan infini. Isabelle avait quitté le couvent définitivement, formant maintenant des jeunes à la danse contemporaine, enseignant que le corps est un temple, non une prison. Tu m'as sauvée, Clémence, disait-elle souvent, ses taches de rousseur dansant sous le soleil couchant. Le scandale s'était apaisé comme une tempête méditerranéenne, laissant un sillage de réforme. Le couvent de Santa Clara, sous une nouvelle supérieure progressiste, ouvrait ses portes à des retraites LGBT+, honorant Amandine non comme sainte, mais comme martyre de l'authenticité. Clémence, elle, avait écrit un mémoire, Vérité cachée, une adoption en Andalousie, publié par une maison d'édition parisienne, préfacée par une théologienne féministe. Les pages vibraient de cette prose française exilée, lyrique et incisive, évoquant les passions de Madame de Lafayette dans les ruelles sévillanes. Un soir, après l'exposition, Clémence et Isabelle marchèrent sur la plage de Pedregalejo, pieds nus dans le sable tiède, la mer murmurant des absolutions. « Et si on rentrait en France pour de bon ?» proposa Isabelle, cueillant une algue comme un talisman. Clémence sourit, ses yeux verts pétillants. « Oui. À Toulouse, près de ta famille. Ou à Paris, dans un atelier où peindre notre histoire. » Elles s'embrassèrent sous les étoiles, un baiser salé et éternel, tandis que loin, à Séville, les cloches sonnaient non plus pour l'Angélus, mais pour une liberté conquise. 13 ans plus tard non, 13 mois après la mort, Clémence se tenait devant une petite tombe dans le cimetière de Grenade, où Amandine reposait enfin aux côtés d'une plaque pour Élise, financée par des donatrices anonymes. « Mère, je t'ai pardonné. Et je t'aime, comme tu as aimé. » Isabelle, enceinte de leur premier enfant par insémination, un miracle de science et d'amour, posa une main sur son ventre naissant. « Notre fille s'appellera Élise Clémence. » Pour boucler le cercle. La vie, dans sa cruauté romantique, offrait une fin humaniste, non un triomphe éclatant, mais une paix tissée de cicatrices. Clémence, revenue à l'écriture, publia un roman inspiré de leur saga, Les voiles brûlées, qui remporta un prix à la foire du livre de Francfort. Isabelle dansa dans un spectacle hommage, corps entrelacés évoquant les amantes perdues. Ensemble, elles élevèrent Élise Clémence dans une maison basque aux murs blancs, où les livres d'Amandine côtoyaient les pinceaux d'Élise, et où l'amour, enfin, n'était plus un secret mais un hymne quotidien. Et ainsi, sous le ciel d'Espagne et de France unis par la mémoire, Clémence comprit, la sainteté n'appartient pas à l'Église, mais au cœur qui ose aimer, malgré les croix et les voiles. 13 ans de vérité avaient forgé non une rebelle, mais une femme entière, prête à danser la vie avec Isabelle, main dans la main, vers un horizon où Dieu, s'il existe, sourit enfin.